je veux vous raconter quelque chose de... Je vous le dis, c'est triste, parce qu'on parle d'un décès, mais ça vaut la peine d'être raconté. Puis je vais faire quelque chose d'anti-radio. Là, tu parlais d'attirer l'attention et tout ça. Je vais vous lire un courriel. Mais vous savez quoi? Il mérite d'être lu, ce courriel-là. Parce que il met en lumière, des fois, le manque d'humanité de notre système de santé. Et c'est l'exemple du traitement d'un patient qui n'a aucun espèce de bon sens. Je vais protéger le nom de l'auditrice qui m'a écrit. Je la salue. Je suis pas mal certain qu'elle est à l'écoute. Je lui souhaite d'emblée mes plus sincères condoléances pour la perte de son mari. Lundi dernier, le 23 septembre, mon conjoint est décédé d'un cancer très avancé. Il n'en avait plus pour très longtemps. Il avait demandé l'aide médicale à mourir le 7 octobre. Pour lui, c'était son moment planifié pour faire ses adieux à ses amis qui devaient être présents avec nous ce jour-là. Il voulait partir avec toute sa tête. Malheureusement, samedi dernier, il a fait une chute de pression ainsi qu'une dénaturation d'oxygène. Il était conscient à ce moment. J'ai appelé l'ambulance qui l'a alors dirigé à l'urgence de l'hôpital Saint-Sacrement. Ils lui ont fait des radios, mis sous oxygène. Il était toujours conscient à ce moment. J'ai quitté l'hôpital vers 18h en laissant mes coordonnées ainsi que l'instruction de le transférer à l'unité des soins palliatifs afin qu'il soit soulagé. Il avait déjà passé quelques jours là et il était connu. Pour moi, il était en sécurité, si j'avais su. Dimanche matin, 7h30, je reçois un appel de mon conjoint me disant qu'il est dans un transport adapté devant chez nous. Je comprends pas, personne de l'hôpital ne m'a appelé. Il n'y a pas de chaise roulante dans le véhicule. Il a dû marcher de peine et de misère jusqu'à la maison. Essoufflé, confus, j'ai dû rappeler l'ambulance. Heureusement, cette fois, l'hôpital de l'IUCPQ a gardé mon conjoint, mais j'ai dû communiquer avec le médecin des soins palliatifs afin de faire le pont avec l'urgentologue. Il a été traité avec dignité, enfin, mais ce manque d'oxygène a fait en sorte que mon conjoint n'a pas pu se rendre au 7 octobre tel qu'il le désirait. Il est décédé le lundi. On a su pourquoi l'urgence a retourné mon conjoint à la maison. Ils ont reçu 2 arrêts respiratoires et n'ayant plus de place ni à l'urgence ni en soins palliatifs, et sachant que mon conjoint avait demandé l'aide médicale à mourir, ils ont trouvé qu'il était assez en forme pour retourner à la maison sans oxygène. Ça, c'était le critère, un des critères. Il a demandé l'aide médicale à mourir, donc il n'est pas sur le bord de mourir. Ouais. Wow. L'auditrice termine en disant « Si ce patient avait été leur frère, leur père, leur fils, jamais il n'aurait eu ce manque d'humanité. Je suis tellement en colère, je ne souhaite à personne d'être traité ainsi. » Dans un autre échange que j'ai eu avec elle, l'auditrice tenait quand même à mentionner que lors de ces derniers moments, il a été très bien entouré par l'équipe médicale en place, une médecin qui avait donné son numéro de téléphone personnel à madame et tout ça. Donc, la fin, c'est pas passé du tout comme le monsieur le voulait, pas entouré de ses proches et tout ça. Est-ce qu'il se serait rendu, parce que bon, on comprend que sa santé était sur le déclin, mais de penser qu'un homme comme ça, en fin de vie, qui a, j'imagine, de ce que je comprends, accepté l'inévitable, qui a fixé une date pour être entouré des siens, tout ça, se fait barouetter, toi, dans le transport adapté à 7h30 le matin, pas d'oxygène, pas de chaise roulante. Oh, toi, tu dois être correct, on a eu des urgences, on sait plus quoi faire avec toi, on te renvoie à la maison. C'est quoi ça? C'est pas le système de santé qu'on veut. C'est le problème, là, c'est que même si quelqu'un s'excuse, puis ça pour l'auditrice qui m'a envoyé ça, là, les derniers souvenirs qu'elle va avoir, c'est ça. Là, c'est ça que je trouve terrible. Puis en même temps, je comprends que quand tu travailles là-dedans, ça se peut que ça devienne un peu plus une business, mais c'est pas supposé le devenir. T'sais, accompagner ton mari vers son décès, tu vas vivre ça une fois dans ta vie. T'sais. Fait que quand ça se passe mal parce que c'est traité comme une business, ben toi, ça t'impacte pour le reste de ta vie parce que ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas... C'est ton mari. C'est les derniers jours de ton mari. Fait que c'est là aussi l'espèce de... Puis des histoires comme celle de cette dame-là, c'est vraiment malheureux. Mais je suis sûre que si on fait un appel à tous, il y en a une poche. C'est ça qui est terrible. C'est que tu vas impacter les derniers souvenirs que quelqu'un a avec son proche parce que, bon, tu as des enjeux administratifs. T'sais. Puis je les comprends, ces enjeux-là. Mais comment tu fais pour gérer cette situation-là? Comment tu fais... Puis là, clairement, la solution qui a été trouvée de renvoyer cet homme-là à la maison sans ressources, c'était vraiment pas la bonne. Puis, peut-être que quelqu'un du système de santé ou une personne qui travaillait ce soir-là nous écrirait pour nous dire, voici, là, factuellement,
la chenoute dans laquelle on était. Manque de lit, manque de personnel, blablabla, fallait faire de quoi. Mais il reste qu'un moment donné, dans la chaîne, il y a quelqu'un qui a posé un geste qui faisait pas de sens puis qui est pas humain. Puis je comprends là qu'ils sont surchargés puis tout ça. Mais tu peux pas traiter un humain comme ça. Tu peux pas considérer le fait, il a demandé l'aide médicale à mourir, on va comme étant un critère pour le ramener chez eux. Lui, il est correct. Ça fait pas ça. Lui, sa date, c'est le 7 octobre. On peut le retourner. Il va t'offrir jusque-là. Quel manque de jugement. Je trouve que ça n'a pas de sens. C'est parce que tu prends ça et je vous rappelle l'info que je vous transmettais un peu plus tôt cette semaine, c'est le docteur Oliva, le président de la FMSQ, qui disait qu'en Suède, il y a 3 fois moins de fonctionnaires au ministère de la Santé pour une population. Si tu viens là, faire une règle de 3, là, c'est 3 fois moins de fonctionnaires et 2 fois plus de personnel soignant. Comment nous, on en est rendu là? Comment on s'en est rendu à ce que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, dans les facultés de médecine, quand tu es étudiant en médecine, une des premières blagues, là, un running gag, là, un inside que les gens se racontent, c'est « J'ai assez hâte de rencontrer mon fonctionnaire. » C'est la blague qu'ils font parce que pour chaque personne, pour chaque médecin, tu as un fonctionnaire. C'est du 1 pour 1. Évidemment, il n'y a pas un médecin qui a son fonctionnaire, mais il dit ça la blague. Mm-hmm. J'essaie de rencontrer mon fonctionnaire. C'est notre principal. C'est ça notre système. Mais l'économie québécoise, c'est ça la bureaucratie. C'est ça. Le Québec, c'est la bureaucratie. La bureaucratie, c'est le Québec. Il y a tellement de gens qui vivent de la bureaucratie qui ne travailleraient pas autrement qu'on n'a pas le choix d'entretenir ça. C'est ça. C'est le cancer du Québec, c'est la bureaucratie. Ça. C'est le cancer qui nous a détruits. Là. Parce que là, on n'arrive plus au mur. On l'a frappé le mur. C'est assez clair, là. C'est la bureaucratie. Trop de monde qui en dépend. On l'entretient parce qu'il y a bien des gens là-dedans qui ne réussiraient pas à tirer leur épingle dans le secteur privé. Parce qu'ils ne travaillent pas assez, ils sont incompétents. Pas tout le monde, là. Mais c'est le cancer numéro 1 du Québec, la bureaucratie. Mais le gouvernement Legault avait promis de rapetisser l'État, donc... Ah non, c'est vrai, finalement, ça a augmenté de 15 18 je pense. Ouais, je me souviens plus. Ouais. Et il y a Santé Québec qui a été mis sur pied pour tout régler. Je veux pas être cynique à outrance, mais quand tu lis une histoire comme ça, un témoignage, tu sais, on était dans le bureau ensemble, ça m'a fessé quand j'ai reçu le courriel. Je t'allais montrer Cad, j'ai dit tabarouette. Je te confirme que les auditeurs aussi au 25-226 sont plutôt fessés. Il y a Sandra qui dit aucun rapport le transfert à domicile sans contacter sa femme avant. T'as bien beau être dans le jus, il y a des limites à ce que tu peux tourner les coins ronds. À 7h30 le matin, téléphone sonne, son conjoint, qu'elle pense qu'ils ont transféré aux soins palliatifs. Ah non, regarde, arrête, c'est terrible. Il dit, je suis dans la porte. Puis j'imagine quelque chose comme, peux-tu venir m'aider? J'ai pas de chaise roulante, pas d'oxygène. Mais c'est ça, il est pas juste là, il est là sans ressources. Sans son oxygène, sans sa chaise roulante, sans rien. On te dompe ça en avant de chez vous comme une livraison de meubles. En fait, je suis sûr qu'on ferait même pas ça à une livraison de meubles. On s'assurerait que la personne est là avant. Il appelle avant de prendre rendez-vous. Ouais. Alors, je suis quand même content de pouvoir partager cette histoire-là. Ça va peut-être faire réagir quelques personnes dans le réseau. Je me compte pas de menterie, là, je me compte pas d'histoire. Je veux dire, ça réglera pas quoi que ce soit, mais en même temps, il faut les dénoncer, ces situations-là. Puis, je tiens à dire à notre auditrice éplorée que les auditeurs de Trudeau-Landry sont vraiment derrière vous. Beaucoup de messages au 25-226 de gens qui sympathisent avec vous, mais qui trouvent ça évidemment révoltant, ce que vous avez vécu. Je vous souhaite beaucoup de courage. C'est une épreuve que personne ne veut connaître, surtout pas dans des circonstances comme celle-là. Donc, encore une fois, je vous offre nos sympathies, puis je vous souhaite bon courage.